la question de l'avenir de la Palestine, c'est une question très très importante, surtout pour les Palestiniens. Et en tant que une partie de la jeunesse palestinienne, je me soucie beaucoup à cette question. J'ai une petite commentaire à monsieur le recteur. Je vous remercie aussi pour votre intervention. Il y a une phrase que vous avez dit qui m'a interpellée. Vous avez dit que l'enfant palestinien coûte peu pour les Palestiniens. Je trouve que cette phrase, elle n'est pas très très juste de ma vision en tant que issue de diaspora, de la Nakba. Mes grands-parents, ils ont été expulsés pendant la Nakba. Donc mes parents et moi-même aussi, on a coûté très très cher. J'ai vu mes grands-parents travailler jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'au dernier jour de leur vie, pour assurer pas juste la survie, mais la vie digne de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et on est dans une réalité absurde contre les enfants où il y a 17 000 enfants tués par l'occupation israélienne à Gaza. Et ce matin, par exemple, il y a une enfant qui s'appelle Aya Naji. Elle a 6 ans. À 3 jours avant les fêtes de l'Eid, l'armée israélienne l'a tuée en bombardant sa maison dans le camp de réfugiés de Jabalia. Donc, le coût des enfants de Gaza ou des enfants en Palestine en général, c'est un coût très très cher. Parce qu'on amène des enfants qui peuvent risquer leur vie et qu'on risque, les parents, nous, on risque de perdre nos enfants tous les jours. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder la réalité des populations palestiniennes et comment nous, on estime la valeur de nos enfants. Donc, je vous remercie beaucoup et je remercie tous, monsieur l'ambassadeur aussi, pour votre intervention. C'est très très riche sur les questions d'eau, c'est très important aussi, c'est très éclairant. Merci bien, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions. Bonjour. Christine Alzhauer, je suis journaliste, je suis correspondante de Financial Afrique et j'ai une émission de télévision dédiée à l'Afrique qui s'appelle Regarde l'Afrique. Alors je vais poser une question de journaliste un peu brutale, mais compte tenu des présentations que vous avez faites, notamment Excellence, aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait un grand Israël? C'est une hypothèse qu'on n'a pas du tout envisagée. On a parlé évidemment de l'avenir de la Palestine avec raison et du droit des Palestiniens, mais dans le contexte géopolitique actuel, moi je suis très inquiète. Je vois plutôt le projet du Grand Israël qui va se réaliser. Merci de votre réponse. Merci Monsieur le Président et merci de votre question. En fait, inévitablement, lorsqu'on étudie la science de la population, on est obligé de considérer ce qu'on appelle le processus de transition démographique. Donc, dans le cadre de ce processus de transition démographique, eh bien, on constate que les populations adaptent leur niveau de fécondité lorsque les mortalités sont durablement abaissées, c'est-à-dire les 3 mortalités, mortalité infantile, mortalité infantile-adolescente et mortalité maternelle. Et donc à partir du moment où les taux de survie des enfants s'améliorent, eh bien les populations adaptent à la baisse leur fécondité. Or, ce n'est exception ni le cas en Israël, ni le cas dans les territoires palestiniens. Et donc, pour être beaucoup plus précis, c'est-à-dire que le taux de mortalité infantile est plus faible dans les territoires palestiniens qu'en Égypte.
Et pourtant, les territoires palestiniens ont une fécondité supérieure qu'en Égypte. Donc ça déroge au principe général de la transition démographique. Donc il faut chercher des explications à cette évolution, des deux côtés d'ailleurs, hein, tant du côté d'Israël et des territoires palestiniens. Donc j'ai essayé de vous expliquer les éléments qui étaient susceptibles d'expliquer. Je n'ai pas dit qu'il fallait généraliser ces éléments, cela va de soi, et notamment vous avez donné malheureusement des exemples absolument dramatiques, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation tout à fait atypique, qu'on n'a vu nulle part ailleurs dans le monde, et donc j'ai simplement essayé de trouver des éléments permettant de comprendre cette spécificité. Et donc, il en résulte effectivement que dans ces terribles conflits qui se déroulent dans cette région, l'un des éléments fondamentaux, c'est quand même une guerre démographique, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a une guerre au nom de la loi du nombre, et j'ai d'ailleurs publié dans la revue Géostratégique, je vous invite à voir les scénarios que j'avais faits sur Gaza. J'avais bien mis en évidence combien les scénarios possibles sur le futur de Gaza reposent aussi sur la spécificité démographique de ce territoire. Voilà, je vous remercie d'avoir compris, disons, la démarche scientifique que j'ai essayé de mettre en œuvre, sans nullement nier, malheureusement, je n'ai pas voulu le traiter là dans mon exposé, le caractère dramatique des événements qui s'y déroulent. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Votre Excellence. Oui, moi j'avais juste une remarque générale. Quand je suis frappé de dire, puisque dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je déplorais effectivement que pour le destin du peuple palestinien, de la Palestine, qui était mon souci, que c'est vrai que la conjoncture me semblait un peu décourageante, parce que précisément, et je crois qu'il y a un certain nombre de reprises sur l'illustration, qu'on considère que le Proche-Orient n'est plus tellement une affaire des Arabes, mais celle des Palestiniens en ce qui concerne la Palestine, mais que malheureusement c'est devenu l'affaire d'Israël, où il n'y a plus que l'Israël, les ébats d'Israël, disons, dans la région, alors qu'ils sont déjà assez expansifs. Et j'ai constaté à différentes reprises que finalement les perspectives de développement de la Palestine, ça dérivait très vite sur disons, le rôle que pouvait jouer Israël là-dedans. De mon point de vue, ce n'est pas ça le problème. Le problème originel et le problème principal, puisque le problème de la région, c'est pas Israël, c'est la Palestine, et c'est quid de son développement, et comment va-t-elle se tirer d'une situation extrêmement périlleuse et difficile, et cruelle pour les populations palestiniennes, pas seulement à Gaza, mais en Cisjordanie, à Jérusalem, enfin dans toute la Palestine, et que ces perspectives sont, hélas, je pense, pas très favorables. Et ceci, on peut donc vérifier, même dans un séminaire qui est consacré au destin de la Palestine, finalement. On voit très vite qu'il y a une déviation, on a vu l'expérience tout à l'heure, le rôle que pouvait jouer Israël dans le projet sur l'eau, disons, le destin de la Palestine. Je trouve que c'est symptomatique de ça, et je pense que ça me laisse un petit peu sur ma faim, parce que je ne vois pas comment on peut régler le destin des Palestiniens, enfin essayer de prévoir un destin pour la Palestine et pour les Palestiniens qui effacerait d'une certaine façon l'horrible injustice dont ils ont été victimes en 1947 avec le plan de partage, du fait du colonialisme et de tous les événements qui ont eu lieu. Et je pense que tant qu'on ne donne pas de remède, qu'on ne remédie pas essayer de remédier à cette injustice, il n'y aura jamais de paix. Ni de paix satisfaisante pour tout le monde. Il y aura même pas de paix pour Israël, il y aura une paix pour personne, je crois. Et c'est ça qui est mon souci. Alors j'ai pas malheureusement pas de... Mais je crois que tout le monde a bien vu, d'après dans ce que j'ai dit, je n'ai pas proposé de remède miracle, puisque j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de... Hélas, je trouvais pas beaucoup d'issues finalement de ce qui allait se passer. Mais je pense que
c'est pas une raison pour ne pas le prendre. Hein. Moi, si j'avais choisi ce sujet-là, j'aurais pu en choisir un autre. Je pense qu'il faut absolument trouver une solution politique et le développement, quand on parle du développement de la Palestine, il faut discuter du développement de la Palestine et quel rôle les Palestiniens peuvent-ils jouer dedans et non pas les Israéliens et tel ou tel pays qui essaieraient de piloter ça dans un sens dont on voit une dérive finalement. Tant qu'on s'occupera, tant que le Proche-Orient finalement, comme il est maintenant, c'est une terre au fond c'est considéré comme étant la terre où Israël a vocation à se répandre, quoi. Ben, c'est ça. Alors que finalement, c'est la Palestine. Et je ne vois pas comment on peut régler sur les Palestiniens et que les Palestiniens peuvent en être contents, quelle que soit leur bonne volonté, et même tous ceux qui sont sensibles à cette cause, si on ne cesse de promouvoir, disons, le droit d'Israël à s'étendre, et puis à discuter de son avenir, qui est je n'en doute pas, favorable, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là. Je me fais un souci plutôt pour le peuple palestinien. Et je veux dire, j'étais un peu frustré en entendant ça. Merci beaucoup. Voilà. Mais je ne fais de rapport Moi, j'aurais, sur la question du Grand Israël, j'aurais aimé entendre peut-être davantage l'opposition à l'intérieur. À mon avis, il n'y a que les Israéliens pacifiques au sein d'Israël qui peuvent se débarrasser de Netanyahou, parce que dans le contexte actuel, Reagan va continuer, Trump va continuer à soutenir Netanyahou. On va aller vers davantage de colonies de peuplement, donc on progresse dans l'injustice contre les Palestiniens, et s'il n'y a pas véritablement un sursaut à l'intérieur d'Israël, je ne vois pas comment on peut avoir la paix. Je ne vois pas, personnellement. Bien, merci beaucoup. Oui, donc je tiens à préciser que mon intervention n'est pas une intervention trop israélienne. C'est un appel à la raison d'une partie de la population israélienne qui est complètement dégoûtée et qui voit que tout a échoué. La Hamas est toujours là, les otages ne sont pas libres, la sécurité n'existe pas. Donc c'est le moment. Vous savez, les premiers chrétiens sont venus à Rome pour essayer de convertir les Romains au christianisme. Donc il faut aussi appeler aux Israéliens de... Et Dieu sait que je déteste le gouvernement fasciste qui dirige ce pauvre pays. Maintenant, par rapport à Trump, ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande la personne qui a contribué le plus d'argent à l'élection de Trump, elle s'appelle Myriam Adelson. Myriam Adelson est la veuve de Charles Adelson, qui est le roi des casinos de Las Vegas. Il avait donné 20 millions, et là, en 2017, il a donné 100 millions. Et c'est elle, par exemple, qui a demandé... Et ces gens-là se considèrent comme des actionnaires de Trump. Et ça se met en phase, évidemment, avec ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, qui sont les évangélistes protestants, qui sont même 10 millions, et qui ont garanti l'élection de Trump. Donc, il faut espérer que Trump veut vraiment avoir le prix Nobel de la paix. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il peut changer du jour au lendemain. Il va l'acheter. Donc, le pire n'est jamais sûr. Vous avez bien compris. Madame, oui. Prenez le micro, s'il vous plaît. Moi, j'ai écouté toutes les interventions. J'ai pensé qu'on discutait beaucoup de l'avenir de la Palestine, de les possibilités, qu'est-ce qu'on pouvait envisager, solutions à un État, des États, des zones de pré-bail, etc., les problèmes économiques, tout ça c'est très beau. Mais j'ai l'impression qu'on est au bord du précipice et qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça, la question de madame m'a un peu fait réfléchir. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte qu'actuellement, le projet du Grand Israël, ils ont bien l'intention de le mener à bien. Ce matin déjà, j'ai lu qu'il y avait 100 Palestiniens qui vont être envoyés en Indonésie. En Indonésie, 100 ce matin, et que c'était juste un début, c'était un test pour voir comment ils allaient s'adapter là-bas et pour voir si ça pouvait lancer un mouvement d'expulsion vers l'Indonésie. Alors je pense qu'on est devant une catastrophe et qu'on parle de qu'est-ce qui va arriver sur place, mais je pense que nous, ici, on devrait faire quelque chose. Voilà, c'est pas une question, hein, c'est une remarque. Très bien, merci beaucoup pour votre remarque.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre Excellence, Oui, vous avez... j'aimerais dire quelques mots. De toute façon, vous faites une conclusion. En fait, la meilleure conclusion, c'est ce que je peux citer de votre intervention. C'est la phrase clé que le destin de la Palestine, l'avenir de notre pays, sera certainement dessiné par la main de ses enfants. Sera dessiné par les résiliences de son peuple. Donc ça, c'est le mot de la fin. Mais moi, j'aimerais juste passer rapidement à plusieurs étapes la singularité d'Israël. Israël est le seul pays au monde, et ça, il faut rabâcher un peu plus, qui n'a jamais présenté une carte des frontières. Ça, c'est le seul pays au monde qui était admis par un protocole international signé à Lausanne en 1949, sous condition d'accepter et d'appliquer 2 résolutions, dont le plan de partage et la question des réfugiés. C'est le seul pays au monde qui légalise la torture et qui affiche des cimetières de numéros. Seul pays au monde où les prisonniers palestiniens, s'ils décèdent dans les prisons ou qu'ils soient torturés à mort, leur cadavre passe encore une période de leur emprisonnement. Donc, le cadavre est l'objet de leur recherche scientifique. On a créé plusieurs laboratoires dépôts à partir des peaux de ces prisonniers ou de ces cadavres. On a volé des organes qui est le socle de ce progrès scientifique utilisé par les grands chercheurs et scientifiques israéliens. Israël, sans l'aide et les subventions canadiennes, américaines, européennes, n'aurait pas été un pays progressiste et technologique. Parlons de la technique goutte à goutte. C'est une technique qui existe en Palestine avant, mais eux, ils ont eu l'exploit de l'exporter. Seule démocratie dans la région, mais quelle démocratie qui fait le classement dans les catégories de ces populations? Vous avez parlé de plusieurs catégories, entre les juifs même, entre les juifs importés récemment de l'Éthiopie, et sans parler des non-juifs. Les non-juifs sont encore classés en 2e, 3e rang. Les Druzes sont très bien pour être les gardes des frontières. Les Arabes, très bons pour être esclaves et consommer, parce que c'est beaucoup mieux que les ouvriers thaïlandais qui envoient par transfert d'argent leur paye à l'extérieur. Les Palestiniens consomment ici et ils meurent ici, mais on ne parle plus. Donc moi j'aimerais aussi parler de l'eau. Et je me rappelle la commission parlementaire dirigée par un parlementaire français du Parti socialiste qui est parti en Palestine, revenu avec des conclusions assez choquantes. Et j'ai eu l'entretien en 2012 avec ce parlementaire, j'ai oublié le nom. Pascal Durand. Durand. Et il y avait son assistante, je me rappelle de son prénom, J'étais dans sa conférence de presse. Voilà. Et en discutant, on a parlé de ce qu'on appelle l'apartheid. Et il a dit, c'est le mot. Il a nommé son rapport l'apartheid hydraulique. Et j'aurais bien aimé peut-être en discuter plus avec vous, mais vraiment, il y a un apartheid hydraulique. Vous n'avez pas mentionné qu'Israël vole toutes les ressources au nom palestinien. Nous avons 3 grands bassins hydrauliques en Cisjordanie seul. Et il y a la vallée est de Gaza. Israël a créé un problème d'eau. Donc le problème d'eau n'est pas vraiment un problème. C'est un problème de vol d'eau. Et ce problème de vol a fait que les Palestiniens n'avaient aucun choix que d'acheter
l'eau qui coule sous leurs pieds auprès de Mokorot, la société d'eau israélienne, 5 fois plus cher en prix que paye un colon voisin, entre guillemets. Parce que le colon voisin est comme un européen, il a besoin d'une piscine, d'une fontaine d'eau. Mais les Palestiniens qui sont parfaitement paysans, ils ont besoin d'éviter leur terrain, surtout à partir de 16 heures, ils ne trouvent pas d'eau. Et le ciel ne tombe pas tout le temps. Donc malheureusement, ce qui fait que nous sommes prisonniers de ce cas. Les Palestiniens consomment 5 fois moins que le colon et payent 5 fois plus la facture. C'est ça le contraste d'un apartheid hydraulique dans cette forme-là. Toutes les guerres et toutes les guerres à venir seront aussi des guerres pour l'eau. Mais les guerres déclenchées par cette même puissance qui a détourné l'eau de Tibériade, ils ont asséché la plaine de Holon et ils ont fait l'aquafère secrètement jusqu'à 64, pas pour fleurir le désert, mais pour instaurer et construire un réacteur nucléaire, parce que l'eau est nécessaire, l'eau lourde est nécessaire pour une telle fabrication. Donc il faut montrer toutes ces scènes pour comprendre pourquoi il y a un problème d'eau. Nous avons plein de problèmes, mais ils ne sont pas que de la surface. La réalité n'est pas dans l'État, un seul État, deux États. Le problème est dans la reconnaissance du tort.